conservative de Toulouse. Professeur émérite, ça veut dire que je suis à la retraite, mais que je ne suis pas à la retraite. Voilà. Je suis à la retraite pour l'enseignement, mais je fais toujours la recherche, toujours de la même manière qu'avant. Et bien, en plus de faire de la recherche, j'ai toujours été passionné, c'est une vraie passion, par la communication, c'est-à-dire que je pense que ça n'aura aucun intérêt que des scientifiques fassent des recherches si ce n'est pas pour le communiquer au grand public et pour avoir des retours aussi. Donc tout de suite je vais vous parler de recherches qu'on fait actuellement et de résultats qui sont d'intérêt pour tout le monde. Et j'espère qu'après, vous aurez des questions à me poser. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'espèce humaine, de vouloir toujours mieux comprendre. J'aime bien aussi prendre l'exemple, pour qu'on soit bien d'accord là-dessus, l'exemple du petit enfant, du bébé. Et les parents ont souvent du mal à répondre. Et quand les parents répondent, et bien l'enfant, il rebondit d'une autre question. Et souvent, ça finit par l'énerver, parce que c'est toujours et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Mais c'est l'humanité. Nous sommes toujours en train d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a au-delà, qu'est-ce qu'il y a plus loin, parce qu'on a envie aussi de savoir qui on est par rapport à tout ça. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui est très, très ancien, depuis toujours, depuis l'histoire de l'humanité. Mais depuis quelque temps, et quelque temps, ça fait moins d'un siècle. Et moins d'un siècle, je peux vous dire, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose moins d'un siècle par rapport à l'histoire du monde, par rapport à l'histoire de l'univers et par rapport à l'histoire de l'être humain. C'est vraiment pas grand-chose. Eh bien, depuis moins d'un siècle, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et nous sommes en train de vivre une époque vraiment particulière de l'histoire de l'humanité. Vous pouvez téléphoner et même avec l'ordinateur voir un correspondant qui se trouve aux antipodes de l'autre côté de la Terre, et vous pouvez lui parler comme s'il était à côté. Donc ça, on oublie un petit peu, les enfants naissent dans cette ambiance-là, et ils oublient que c'est si récent, ça, extrêmement récent. Et donc ça, c'est une mutation, j'ai envie de dire, employer les grands mots, une mutation de l'espèce humaine grâce au fait qu'on soit allé dans l'espace. Alors, grâce à ça, et puis au développement de la technologie aussi sur la Terre, parce qu'on a sur la Terre des instruments qui permettent d'observer le ciel et d'analyser la lumière, puisque tout ce qu'on sait du ciel, on le sait par la lumière qui nous arrive des étoiles, des galaxies, etc. Eh bien, grâce au développement de la technologie, que ce soit sur Terre ou dans l'espace, on a fait d'énormes progrès. Et parmi ces progrès, eh bien, c'est le fait que, bon, on sait que la Terre est une planète. La Terre est une planète qui tourne autour du Soleil. On sait que le Soleil, c'est une étoile, comme les autres étoiles du ciel. Donc on se doutait bien depuis très longtemps que si le Soleil est une étoile comme les autres, et s'il y a des planètes qui tournent autour du Soleil, il doit y avoir aussi des planètes qui tournent autour des autres étoiles. Mais ça a été découvert pour la première fois en 1995. 1995, ça fait 22 ans. C'est rien, c'est vraiment rien, c'est nous, c'est notre époque. La première fois où des astronomes ont détecté de façon certaine l'existence d'une planète autour d'une étoile autre que le Soleil. On est toujours en train d'ajuster pour que la direction soit extrêmement précise. Ça demande une technologie extraordinaire. Et ça, c'est vrai qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits là-dessus et qui nous permettent d'avoir ces résultats. Alors, ce que vous voyez là sur cette image, c'est une vue du ciel. Et c'est une vue du ciel comme c'est le même ciel que le nôtre. Hein. Sauf que c'est pris avec le télescope spatial Hubble et avec une pause qui dure plusieurs mois, 4 ou 5 mois d'observation sans arrêt. À ce moment-là, on voit le ciel très loin et on voit des objets célestes dans le ciel qu'on ne verrait jamais, ni à l'œil nu, ni avec nos instruments qu'on a sur la Terre. Et ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, quasiment tout sauf une ou deux exceptions, eh bien ce sont des galaxies. C'est-à-dire la plus petite tâche, même vraiment minuscule, là, vous voyez, c'est une galaxie. Qu'est-ce que c'est qu'une galaxie? C'est un ensemble de quelques centaines de milliards d'étoiles. Comme la nôtre, notre galaxie, la Voie lactée, elle a 200 milliards d'étoiles. Donc dans chacun de ces petits points, vous avez des centaines de milliards d'étoiles, et il n'y a pas de raison que ce qui se passe dans notre galaxie à côté de nous, ce soit différent de ce qui se passe là-bas.
Donc vous pouvez imaginer qu'il y a autant de planètes que d'étoiles là-dedans, donc des centaines de milliards de planètes dans chacune de ces petites tâches. Alors une fois qu'on a compris ça, je vous laisse après réfléchir et méditer, parce qu'une fois qu'on a compris ça, on ne se sent pas le même, je crois, membre de l'humanité sur la Terre actuellement. Alors, pour illustrer un petit peu cette rapidité de l'évolution des connaissances et de la technologie depuis un siècle, j'ai un petit rappel là. Ça, c'était en 1900 ou en 1800, enfin fin du 19e siècle, 1890, 1897, les premiers aéroplanes qui ont quitté le sol. Alors le premier, c'était l'Éole de Clément Ader, mais ça n'a pas bien marché. Ça, c'était en 1890. Le premier qui a marché, je veux dire qui a volé, c'est Avion 3. Le mot avion a été donné par Clément Ader. Avion, comme ça vient de avis en latin, qui veut dire oiseau. Et en fait, vous voyez, l'avion 3 de Clément Ader, il ressemblait un petit peu à une chauve-souris. Et alors, en fait, il quittait à peine le sol. C'est-à-dire que les gens, ils regardaient les traces. Quand ils essayaient de quitter le sol, les gens ils regardaient les traces par terre. Et si pendant quelques dizaines de mètres, il n'y avait plus de traces, c'est que l'avion s'était un tout petit peu soulevé. Donc, mais nous avons plusieurs petits véhicules qui sont en train de se promener sur la planète Mars. Et les traces, moi j'aime bien beaucoup cette image-là. Donc des traces de pneus, c'est le sol de la planète Mars. Donc voilà, c'est comme si on y était, même si les êtres humains n'y sont pas. Mission Apollo, ça c'est 1968. C'est la première fois qu'ils ont fait le tour de la Lune sans même s'y poser. Et vous voyez là un clair de terre depuis la Lune. C'est une photo une image qui est très connue. Il y en a eu d'autres depuis. Et celle-ci, donc c'est une image que j'ai beaucoup montrée. C'est la sonde spatiale Cassini. La sonde spatiale Cassini qui tourne encore autour de Saturne. Qui a été, alors je ne me rappelle plus sa date de lancement, enfin, ça fait pas mal d'années maintenant, plus de 10 ans, et elle va, si vous voulez regarder les journaux, écouter la radio, elle va encore tourner un petit peu autour de Saturne, et je crois que c'est en septembre, elle va se suicider, si on peut dire. C'est-à-dire que la sonde va être projetée à l'intérieur de la planète Saturne, et évidemment disparaître, on va voir ce qui se passe au moment où elle plonge dedans. Donc ça va être la fin de cette sonde, mais là c'est une image qui a été prise en 2006, vous voyez ça fait déjà un moment maintenant, ça fait presque 11 ans, et la sonde de la Terre était fixe au centre de tout, et autour il y avait 7 planètes. Alors pourquoi 7 planètes? C'est parce qu'il y avait les 5 planètes qu'on peut voir à l'œil nu, qui sont Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et les anciens ajoutaient aux planètes la Lune et le Soleil. Parce que les planètes, ce sont les objets qui se déplacent par rapport aux étoiles. La nuit, vous voyez une planète quelque part, le lendemain, elle a un petit peu bougé par rapport aux étoiles. C'est normal parce que les étoiles sont très loin et les planètes, elles sont proches de nous. Et le Soleil et la Lune aussi tournent autour le Soleil et la Lune aussi, dans le ciel, évidemment, se déplacent par rapport aux étoiles d'une nuit à l'autre. Même si je parlais du Soleil par rapport aux étoiles, ça paraît bizarre, parce que quand le Soleil est là, on ne voit pas les étoiles, mais en réalité, elles sont là aussi. Les étoiles, c'est parce qu'on ne les voit pas à cause du ciel bleu. Donc voilà, ça c'était une image des anciens, et dans ces conditions, ils avaient une idée, les anciens Grecs, une idée assez précise des distances. Ils savaient faire plein de choses déjà, plein de choses. Ils savaient déjà mesurer les distances avec. Ils n'étaient pas préparés à la certitude. Donc il a fallu attendre tout ce temps avec Galilée et Copernic pour y revenir. Et alors cette image-là, c'est aussi, ça montre d'où viennent les noms des jours. Les noms des jours de la semaine. Parce que les noms des jours de la semaine, vous savez, notre calendrier, c'est un calendrier astronomique. L'année, ça représente le temps de rotation de la Terre autour du Soleil, le jour, le temps de la rotation de la Terre sur elle-même. Le mois, c'est le temps de la rotation de la Lune autour de la Terre. Même si il y a beaucoup de problèmes, parce que c'est pas constant, donc il faut jouer avec tout ça. Mais là, vous avez les jours de la semaine. Donc les jours de la semaine, en commençant par la Terre et en terminant par le Soleil. Parce que le Soleil, c'est
spécial, c'est lui qui nous donne la lumière, donc c'est divin. Divin, le dieu soleil chez les Grecs. Donc, vous partez de la Terre, vous avez d'abord la Lune, c'est le lundi. Ensuite, vous passez au-delà du Soleil, c'est Mars le mardi, vous revenez Mercure le mercredi, Jupiter le jeudi, Vénus le vendredi, Saturne le samedi, et on termine par le jour du Soleil ou le jour de Dieu le dimanche. Donc ça, c'était l'image qu'avaient les anciens, et vous voyez que ça a maintenant beaucoup changé. Alors, je vais revenir à l'époque actuelle et à ce qu'on sait maintenant. Je vous parle de mondes extraterrestres, je vous parle de planètes autour d'autres étoiles. Donc je vais vous dire, je ne vais pas vous parler de choses techniques qu'on appelle la ceinture d'Orion ou bien les rois mages, ça dépend. Ça dépend de la mythologie qu'on utilise. Et puis vous avez 3 petites étoiles là en dessous qui sont ici, là, voilà. Et là, ici au milieu, là, c'est un peu rouge, elle est là, la nébuleuse d'Orion, elle est à côté de ça. Et alors cette nébuleuse d'Orion, c'est un endroit où se forment de nouvelles étoiles en permanence. Donc vous avez du gaz, c'est une chose, je crois, c'est très important, parce que je vais vous parler de la recherche des mondes extraterrestres, c'est-à-dire la recherche des planètes, et évidemment, vous avez, comme moi, l'idée, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs sur notre planète? C'est l'idée qu'on a tous dans la tête. Hein. Mais comment on fait ça? Moi, je ne vous parle pas de science-fiction, là. Je vous parle d'une vraie démarche scientifique. Donc une vraie démarche scientifique, on n'imagine pas les choses, on les observe, et on va doucement, pas à pas. Donc ces planètes qu'on voit, enfin qui existent autour d'autres étoiles que le Soleil, il faut comprendre qu'en général, on ne les voit pas. On en voit peut exister de la vie qui ressemble au point de vue du fonctionnement, comme la vie qu'on a sur la Terre, qui est à base de molécules, de carbone avec d'autres atomes, de l'azote, de l'oxygène, de l'hydrogène, et puis toutes sortes d'autres éléments, hein, comme du soufre, tout ça, et tout ce qu'on a. La forme est un peu différente d'une fin d'étoile à une autre. Mais il y a toujours ce gonflement, et il y a toujours la petite étoile qui reste au centre. Donc je vous en montre quelques-unes, parce qu'en plus, c'est joli. Donc voilà un exemple. Donc là, vous avez la nébuleuse autour, là, enfin, c'est tout ce qui est là, c'est l'ancienne étoile, et c'était dans l'ancienne étoile, et puis c'est au centre ici, voilà, au centre ici, vous voyez cette petite étoile qui est en train de se refroidir, qu'on appelle une naine blanche, et qui est le cœur de l'ancienne étoile. Donc voilà un exemple, je vous en montre un certain nombre rapidement, parce que vous voyez, c'est assez joli. Donc c'est toujours des formes différentes, sauf qu'il y a toujours l'étoile au centre qui reste, voilà. Donc voilà ce que va devenir le Soleil, quelque chose comme ça, dans 5 milliards d'années. Les oligo-éléments, ils ne se sont pas formés sur la Terre. Ces atomes-là, ils ne se forment pas non plus, dans l'embryon, enfin au moment où on va l'être. Ce qui se fait dans la conception et l'évolution de la vie, etc., c'est la manière dont ces éléments-là s'organisent entre eux pour devenir des molécules du vivant. Alors donc tout ça, c'était dans ces nébuleuses. Alors pourquoi c'était là? Eh bien c'était là il faut remonter, donc j'avais pas le temps, la possibilité de parler de tout ça, mais donc on sait que l'univers n'a pas toujours existé, l'univers a eu un début, il y a 13,7 milliards d'années, donc l'univers était très chaud, très dense, très condensé, il n'avait pas de matière au sens de la matière qu'on connaît actuellement. C'était des particules, toutes sortes de particules. Et c'est très vert. Depuis les premiers instants de l'univers, il y a des étoiles qui se sont formées avec la matière qui existait à l'époque, qui n'avait quasiment pas d'éléments lourds, l'hélium, ça. Juste de l'hydrogène et de l'hélium au début. Et puis ces étoiles ont eu leur existence, elles ont terminé leur vie, elles sont parties, leur matière est repartie rejoindre les galaxies. On la forme avec un disque autour, on n'a pas tout de suite une planète. Il y a tout un processus de solidification. Ce processus de solidification se fait quand tout l'ensemble se refroidit. Et donc là, il y a une différence. Disons par exemple, pour la formation de la Terre, ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui étaient persuadés d'en avoir vu très vite, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, que c'est dans la tête des gens qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas.
Donc, franchement, moi je dis jamais, que je refuse pas les choses totalement, quoi. Mais franchement, c'est très peu probable. Alors maintenant, votre deuxième question, c'était, j'ai oublié du coup. Sur Mars. Ah, Mars. Alors, est-ce qu'on pourra vivre sur Mars? Alors là, je ne peux pas vous répondre. On ne sait pas de quoi va être fait le futur. Et moi, je crois qu'on est là. En plus, quand on voit la démographie et tout ça, moi, je crois qu'on est là, que l'humanité va s'arranger pour faire quelque chose. Je ne sais pas comment, parce que pour l'instant, c'est invivable. Hein. Et puis, alors, vivre dans une bulle, ça ne dure pas longtemps. Il y a des gens qui ont essayé. Des gens qui ont essayé à Arizona de vivre sous une bulle pour voir s'ils survivaient. Et puis, ça ne survit pas longtemps, hein, pour des problèmes. En tout cas, c'est pas demain, ni je ne sais pas quand, qu'on pourra aller sur une planète autour d'une autre étoile que le Soleil. Ça, c'est autre chose. C'est trop loin. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le trou noir? Oui. Enfin, oui. De façon schématique. Très schématique.